Je pourrais te donner plein de belles citations que j'ai fait, mais c'est pas vraiment en rapport avec la question. J'ai compris qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il y a juste à aimer, en fait. Il y a juste à s'aimer, il y a juste à donner de l'amour autour de soi. Et des fois, on peut pas tout comprendre. Et je me rends compte aujourd'hui, tu vois, je suis en pleine période de remise en question. Parce que ça fait 38 ans que je me bats contre un truc. Je me bats pour vivre. Je me bats pour faire triompher la vie. Et puis que tout d'un coup, j'ai plus besoin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Paul Fontaine, un humain extraordinaire. Paul, tu as 38 ans, tu es athlète, conférencier, coach, préparateur mental. Il y a environ 10 ans, tu décides de courir ton premier marathon. 4 autres suivront. Tu ascensionnes le Mont Blanc en 2016-2017 pour enfin arriver au sommet en 2018. Tu parcours 1000 km à vélo en 7 jours, puis de nombreux trails sans oublier l'ascension du Kilimandjaro. Des performances qui seraient déjà incroyables pour le commun des mortels, mais toi, Paul, tu as accompli ces exploits avec une capacité respiratoire de 55%, car tu vis avec la mucoviscidose, ce qui fait de toi un être exceptionnel. Tu fais de ta maladie une chance dans laquelle tu puises un mental d'acier, une capacité adaptative supérieure à la moyenne. Tu fais de ta colère un moteur au dépassement de soi, via les défis sportifs que tu te fixes tels des balises sur le chemin de ton rêve, arriver à une capacité respiratoire de 100%. Tu es à la fois inspirant, bouleversant, motivant et plein d'autres mots terminant encore par un. Paul, bienvenue dans Premier Baiser, merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à toi, Tess. Super, vraiment merci. J'ai pris un grand plaisir à découvrir ton parcours. Alors je suis vraiment heureuse de pouvoir faire en sorte de le partager avec un grand nombre aujourd'hui. Tu connais un peu le principe de l'émission, on va faire un petit voyage dans le temps. On va démarrer ton parcours, si tu le veux bien, en commençant par nous dire quel adolescent tu étais. Mais je crois que pour dire quel adolescent tu étais, c'est important de raconter un petit peu comment s'est passé le parcours de la maladie déjà, l'annonce de la maladie, comment tu l'apprends, comment ça se passe pour tes parents, si tu veux bien nous en parler. Ok. En fait, moi, je suis né en 83 et en fait, j'ai pas été diagnostiqué tout de suite de la maladie. J'ai été diagnostiqué quand j'avais 2 ans parce que, entre 0 et 2 ans, j'étais pas du enfin, j'avais beaucoup mal au ventre, des diarrhées, je prenais pas de poids, pas mal de problèmes de santé. Donc en fait, mes parents ont beaucoup tâtonné avec les médecins et tout Donc au final, tu veux dire que le corps médical met 2 ans à diagnostiquer la mucoviscidose. tout à fait, ouais. Ok. Alors qu'aujourd'hui on fait des tests dès la naissance, hein, il me semble. C'est ça, tout à fait. Moi, je l'ai pas appris je l'ai pas appris le diagnostic. Le diagnostic, je suis presque né avec, donc je n'ai pas le souvenir. Après, je sais que a été très difficile pour mes parents. C'est normal si tu donnes naissance à un enfant qui est pas opérationnel, qui est pas parfait, qui est pas conforme aux attentes. J'imagine que ça a été très dur. Après, je viens pas d'une famille où on communique beaucoup en fait sur toutes ces choses-là. Je viens pas d'une famille où on se dit je t'aime non plus. J'en ai parlé avec mes parents de tout ça, mais c'est pas évident quoi. Ouais. Et puis surtout, en fait, ce qu'on ne dit pas encore là, c'est que tes parents, on leur annonce que tu as une espérance de vie de 4 ans. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Le Les diagnostic, médecins ont hein. dit à mes parents. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y avait Ouais. pas de traitement à ce moment-là pour ce qui est de la mucoviscidose. Avec le peu de traitement qu'il y avait, voilà, on n'allait pas bien loin, quoi. Mm. Tu es l'aîné des enfants. Non, je suis le deuxième. Alors moi, je suis le deuxième d'une famille en tout, on est 7. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, Tu es deuxième d'une famille de 7 enfants. ouais, Ok. j'ai un grand frère et après j'ai 2 frères biologiques et puis j'ai 2 sœurs et un frère, donc les 3 derniers qui viennent du Guatemala. D'accord, ok. Qui ont été Donc tes adoptés, parents ont eu 4 enfants biologiques ouais, et ensuite ils ont décidé d'adopter des enfants du Guatemala. tout à fait. Donc 2 petites filles bébés et puis un petit frère qui est arrivé à 5 ans. Ok. Et puis, parce que ma mère, elle avait eu 4 garçons, 4 césariennes aussi, et puis moi au milieu. Donc il y avait toujours ce risque un peu d'avoir à nouveau un enfant. Il y avait une chance, un risque sur 4 en fait, d'avoir un enfant Parce que la mucoviscidose, c'est une maladie qui est génétique. Voilà, c'est génétique et génétique récessif, ce qui fait que mes parents, ils sont porteurs sains de la maladie, tous les deux.
Et mes 3 frères aussi biologiques sont porteurs sains. D'accord. Ils avaient un risque sur 4 d'être malades, une chance sur 4 d'être complètement sains et une chance sur 2 d'être porteurs sains. Ça veut dire que eux, pour leur santé, ils n'avaient pas la possibilité de contracter la mucoviscidose, mais par contre, c'est pour leur descendance. Voilà, tout à fait. Si ils trouvent une nana avec qui ils font un enfant et qu'elle est porteuse saine aussi, il y a des risques. Donc toi, tu es du coup diagnostiqué à 2 ans. Tes parents, j'imagine, enfin voilà, tu as une espérance de vie qui est donnée de 4 ans. Donc tes parents vivent avec un espèce de couperet, et toi aussi finalement. Donc tu grandis dans cet environnement-là. Mon père est agriculteur, ma mère, elle bossait à la crèche et était nounou. Enfin, elle est éducatrice de jeunes enfants. Et puis, avec mes 3 frangins, j'ai eu la même éducation qu'eux, en fait, tout pareil, pareil. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas élevé en enfant malade. Voilà, il y a aucune différence, ouais. Je faisais tout comme mes frères, à part que, quand c'était, la moisson et qu'il y avait de la poussière partout, j'avais pas le droit d'y aller. Ouais, parce qu'il fallait protéger tes poumons. Voilà, mais sinon je faisais tout comme mes frères, quoi. On allait courir ensemble, mon père, nous emmenait courir, Qu'est-ce qui fait qu'on sait que tu es malade à l'époque? Physiquement et... une certaine maigreur. Quand j'étais bébé, j'avais le ventre, gonflé, un peu comme les enfants qui sont malnutris là. J'avais beaucoup de gaz. Mais tu dis j'étais élevée comme mes frères, Ouais. donc la maladie, elle était vécue sans être vécue finalement. Ou t'avais des problèmes de santé quand même, et du coup on savait que t'étais malade. En fait, par rapport à d'autres patients, alors aujourd'hui, il y a 7 000 patients en France qui vivent avec la mucoviscidose. C'est beaucoup des enfants. Je sais que par rapport à tous ces autres patients, j'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Alors, il y en a certes qui en fait, on n'est pas tous égaux par rapport à la maladie parce qu'il y a des degrés d'atteinte qui sont différents. On ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a des hygiènes de vie qui sont différentes, il y a ce qui se passe là-dedans qui est différent aussi. Et du coup, toutes les mucoviscidoses sont différentes. J'avais le même âge que Grégory Marchal, ce chanteur de la Starac, là, quand il est parti, il avait 24 ans. Moi, j'avais le même âge que lui. Puis il y a des petites filles, des enfants qui ont 6 ans et qui sont déjà sous perfusion, des traitements qui sont très, très, très lourds et parfois plus lourds que moi encore, quoi. Je crois que tu le situes un peu comme ça, jusqu'à tes 15 ans, tu vis à peu près... À peu près normalement, je fais mes traitements, je vais à l'hôpital tous les 6 mois à Paris. Et puis je prends mes médicaments, mes comprimés, mes cachets, mes aérosols. Mais j'ai une vie normale en dehors. Voilà. Donc tout le monde, dans ta famille en tout cas, tes frères et sœurs, ta famille proche, tes parents, on sait que tu es malade évidemment. Voilà. Tu as des traitements qui t'emmènent à Paris régulièrement, etc. Mais tu vis normalement. Après, je me rappelle que depuis tout petit, hein, en fait, quand j'étais petit, je ne mangeais pas. Mon père m'a emmené à la décharge pour me forcer à manger. En gros, si je ne mangeais pas ma choucroute ou je ne sais pas quoi ce jour-là, il me laissait à la décharge. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être que, parce que en fait moi je l'ai appris en préparant l'émission, que la mucoviscidose atteint aussi le système digestif. En fait, il y a une composante respiratoire qui fait qu'il y a un encombrement permanent des bronches. Le mucus à l'intérieur de mes poumons, à moi, toi, tu as du mucus dans tes poumons. Le mien, il est plus épais à cause de cette erreur génétique. Il s'accumule, il y a des poussières qui se mettent dedans, des bactéries, ça génère de l'infection, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça sort pas et petit à petit, ça crée des lésions dans les alvéoles pulmonaires et une diminution progressive de la capacité respiratoire, un encombrement bronchique permanent qui est de plus en plus étouffant, une diminution progressive de la capacité respiratoire, destruction des alvéoles. Et donc ça, c'est pour le volet respiratoire. Donc après, et puis jusqu'à maintenant, la seule solution, c'était la greffe de poumon. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau médicament qui est sorti il y a 1 an. Il n'y a pas longtemps, ouais. Une trithérapie dont je bénéficie depuis juillet. Moi, j'étais tombé à 40% de capacité respiratoire au début du premier confinement. J'ai fait tous les défis que j'ai faits, j'étais autour de 55% de capacité respiratoire. Et puis aujourd'hui, je suis à 75% grâce à cette trithérapie. Et j'ai plus rien du tout dans les poumons. Donc moi, ça fait 10 ans que je sors 2 verres par jour, 200 millilitres de glaire et de pus de mes poumons en faisant ma kiné, mon sport tous les jours.
Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est hyper prometteur. C'est un traitement qui est plus en phase de test, hein, qui est... Ah non, non, Ouais. en juillet, là, c'est acté, quoi. Et donc, à côté, ben, il y a le volet digestif, en fait, parce que toutes les sécrétions du corps sont un petit peu plus épaisses. C'est pareil dans le pancréas. Et le pancréas, ben, c'est là où il y a les enzymes qui permettent de digérer les graisses, les vitamines, toutes ces choses-là. Et moi, ces enzymes, là, ils restent bloqués là-dedans. Et du coup, ben, je digère pas bien plein de choses. Et du coup, je suis pas bien gros et j'ai mal au bide. Ok. Donc c'est aussi pour ça peut-être que tu mangeais pas trop à l'époque. Ouais, ouais, puis je grossissais pas en fait. Comme je digère rien, je grossis pas. Mes parents, ça les fait péter un câble et au point de m'emmener à des charges. Quand t'as un Ouais. enfant qui mange pas et qui est pas gros, puis moi, ça fait plus de 30 ans qu'on me dit il faut manger, il faut manger, il faut manger, il faut Oui, manger. c'est ça. C'est ça. Beaucoup, gras, des pâtes. Alors les filles sont jalouses, mais Aujourd'hui, tu as adapté ton alimentation. ouais, j'ai changé avec ce discours. Et ce discours, il est des soignants, il a changé aussi. On mange plus, on incite à manger plus sainement. Alors moi, j'ai fait un vrai travail là-dessus. Je suis allé très loin dans la micronutrition, dans tout un tas de choses, chercher des bonnes graisses, hein, les légumes, les aliments alcalins. J'ai beaucoup travaillé là-dessus pour être au taquet, quoi. Ok. On va revenir à l'adolescent Ouais, Paul, c'est un peu. parce que c'est hyper intéressant, évidemment. Fallait en parler quand même, je pense. Évidemment. Donc on revient à cet adolescent qui vit plus ou moins quand même normalement malgré les traitements. Tu sais où je veux en venir puisque l'émission s'appelle Premier baiser. Comment ça se passe toi les relations amoureuses du coup à cette époque-là? Est-ce que c'est un sujet pour toi ou est-ce que ça vient bien plus tard? Alors c'est là qu'on a commencé à rigoler. Quand j'étais ouais, au primaire, comme tout le monde, j'avais mon amoureuse, voilà. Après, au collège, c'était un peu pareil. Les filles, je m'intéressais pas trop, à part en troisième, tu vois. Moi, tu vois, j'étais le petit élève sage, tu vois, l'élève modèle qui est assis au milieu de la classe, au deuxième rang, tu vois, pas premier, mais pas dernier non plus. Je sais pas, 12 de moyenne. Je bossais bien, je faisais mes petits devoirs tout bien, et puis voilà, quoi, je faisais pas d'histoire. Après, j'étais connu dans tout le primaire, dans tout le collège, parce que cette maladie et parce que mes parents venaient à chaque rentrée au mois de septembre, ils venaient récupérer de l'argent et parler de la mucoviscidose. Les élèves savaient qui j'étais, quoi. Et en fait, quand je suis arrivé au lycée, je changeais complètement. Donc, j'étais dans une ville, cette fois, j'étais à Dole. Donc, en fait, j'ai choisi de ne pas en parler, en fait. Pourquoi tu voulais plus en parler? Parce que l'adolescence, parce que j'avais peur d'être rejeté, j'avais honte. Ah oui, t'avais honte d'être malade. Ouais, voilà, je crachais des trucs dégueulasses et je me dis, mais qui c'est qui va vouloir de moi? En plus, je vais mourir. Donc tu faisais comme si la maladie n'était pas là. Exactement. Donc, Donc au lycée, personne n'était au courant que t'étais malade. j'avais juste la CPE, la prof principale, quelques profs et voilà, quoi. Donc, quand j'ai commencé à faire des perfusions d'antibiotiques en intraveineuse, je mettais un bandage par-dessus la perf là, qui était dans mon bras, le cathéter. Et puis, je disais que j'avais une tendinite ou je sais pas quoi, je me faisais dispenser de sport. Je rasais les murs pour aller à l'infirmerie pour changer la perfusion avec l'infirmière aussi. C'est tout un cinéma. Je mettais des grands pulls, je cachais le petit tuyau qui était toujours trop long et la poche qui était dans le sac banane qui était toujours bien trop visible pour moi. Donc, je faisais tout pour pas que ça se sache en fait. Et j'ai commencé une période aussi où j'ai commencé à faire de la muscu, parce que j'avais de la kiné tous les jours. La kiné respiratoire. Respiratoire, ouais. Avec un kiné qui vient à 7 heures du matin Ok. Donc toi, ta journée, elle démarre par de la kiné respiratoire. depuis que j'ai 5 ans, ouais, c'était ça. Même peut-être avant, hein. Ce kiné, il est venu à la maison pendant 20 ans, tous les jours à 7 heures, quoi. Et avec lui, ben, j'ai commencé à faire des pompes à ce moment-là, pour avoir un peu de muscle et tout, puis mieux donner le change, tu vois. Donc, je faisais tout pour pas que ça se voie et pour faire semblant, quoi. Ok. Et puis, alors, les filles. À l'horizon, il n'y a pas de fille, là, a priori. Alors, non, il n'y a pas. En fait, si, après, j'ai commencé, si, en première, j'ai commencé à avoir. En fait, si tu veux, moi, mon parcours avec les filles, qui va du lycée, en passant par le BTS, en passant par la fac, parce que j'ai fait lycée, BTS agricole, puis fac d'histoire-géographie. Pendant toutes ces années, j'étais amoureux tout seul. Donc, j'étais voilà, amoureux d'un regard, comme ça, j'étais très, tu sais, comme dans les films et tout, là, c'est le truc qui n'existe pas. Et du coup, voilà, je me faisais du mal tout seul.
Donc tu fantasmais ta vie amoureuse, tu croisais un regard, un sourire, peu importe, mais concrètement, tu y allais. Bah, au bout d'un moment, j'y allais, et puis du coup, bah, forcément, la meuf, elle me connaissait pas, ou alors elle m'a jamais calculé, enfin, il se passait rien, donc c'était un carnage. Donc ton premier baiser, il arrive quand alors, ton premier baiser? J'étais en BTS, j'avais plus de 18 ans, et en fait, c'était un pari débile, parce qu'il y avait une meuf, enfin une fille, enfin la pauvre, qui me regardait depuis quelque temps, je le savais, et moi, j'étais pas chaud, enfin, tu vois, et j'en avais parlé à mes potes de BTS, tu sais, c'était la classe de BTS agricole, enfin, on était 16 gars dans la classe, et on avait fait un pari débile, et il m'avait dit, de toute façon, t'as même pas les couilles, tu vas rien faire. Donc à un moment donné, on a parié 10 balles, et je suis allé embrasser quand elle est sur le temps de midi, quoi. Et puis après, on est resté ensemble une semaine, et après, j'ai arrêté tout ça parce que c'était pas du tout intègre, et ça n'avait pas de sens, quoi. Puis, enfin, aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle fait, cette fille, mais voilà, je m'en excuse, c'est terrible. Et puis après, ben, donc ça, c'était le premier baiser. En fait, le BTS, ça a été une transition pour moi parce que ça m'a permis de m'éloigner de la ferme familiale, de mon village où en fait, mes parents, si tu veux, on n'avait pas le droit de sortir avec mes frères parce que ils avaient cette image des jeunes du village qui boivent des canettes de bière et qui fument sur les marches d'église, et ils voulaient pas ça pour nous. Et du coup, il y avait assez de travail à la ferme pour aller traîner les rues, je sais pas quoi. Donc, si tu veux, dans mon village, je connaissais personne. Et je connais toujours personne, je connais très peu de monde. Et donc, le BTS m'a permis d'avoir mon appart, de m'éloigner de tout ça, de sortir tous les jeudis soirs avec mes potes. On sortait en boîte, j'ai pris mes premières cuites. Voilà, je me suis demandé pendant 2 ans ce que je foutais là, et j'ai eu mon BTS, j'ai eu 10 tout rond, tu vois. Après, je suis parti en fac d'histoire. Donc là, l'idée, c'était de devenir prof d'histoire géo, c'est ça? Prof d'histoire, ouais, avec l'idée que, avec les vacances et tout, quand t'es prof. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu t'es aménagé ton avenir avec des vacances scolaires. Enfin, je me suis aménagé aussi avec toutes les croyances que j'avais, avec les croyances qu'on m'a apportées aussi. Enfin, moi, en fait, mon trip, ça aurait été de bosser dans l'aviation. Enfin, je voulais être dans l'armée de l'air, en fait, à la base. Mais en vrai, j'étais dans un déni profond pendant X années jusqu'au bac, en fait. Donc après, au bac, je suis arrivé, je me suis dit, ben, j'aimerais bien bosser dans les moteurs d'avion et tout ça, mais en même temps, il fallait récupérer une école d'ingénieur, j'avais pas le niveau, mes parents, ils étaient pas chauds, du coup, je suis parti en BTS selon les grands conseils de mes parents, parce qu'en fait, si je vais pas bien plus tard, je vais pouvoir revenir sur la ferme. Donc j'envisageais mon avenir professionnel en tant que malade. T'es élevé pas en tant que malade, mais par contre, les projections du futur font que ça te restreint un espèce d'avenir très protégé, quoi. Ouais. J'ai commencé à me choisir des parcours professionnels aussi, bah, avec cette fac d'histoire géo là, de personnes pas en bonne santé qui vont pouvoir prendre soin de lui. Et puis en fait, parce que j'avais aimé quand même l'histoire géo quand j'étais au lycée, hein. Et puis je me suis retrouvé à la fac, et là, il y avait des filles partout parce que c'était la fac de lettres. Alors là, on voit un grand sourire qui illumine le visage de Paul. Alors voilà, je me suis pris des vents et des vents et des vents. Ah oui, puis je t'ai pas raconté, en BTS aussi, j'étais amoureux d'une autre fille. C'était magnifique et tout. Elle s'appelait Olivia. J'étais allé la voir, je lui avais offert un petit râteau en plastique parce qu'en gros, elle m'avait foutu un râteau. Enfin bref, je me rappelle plus trop d'histoire, ça n'avait pas beaucoup de sens en fait. Mais du coup, j'étais connu comme le roi du râteau au lycée. Ouais, à la fac, du coup, j'ai fait pareil. En fait, j'ai vu ça comme un terrain de chasse, un terrain d'entraînement où en fait, plus je me prends des râteaux, plus ça m'entraîne pour la suite. D'accord. C'était ton ascension du Mont Blanc déjà, là. Voilà, et au moins, à force de prendre des râteaux, j'arriverai déjà à pouvoir enchaîner une phrase, puis deux. Puis, tu sais, Obélix, quand il rencontre Falbala, il dit, je ne pouvais pas parler aux filles, c'était pas possible. Donc, j'ai vu ça comme un entraînement, en fait, comme un sportif, tu vois, qui s'entraîne à prendre des vents et puis à avancer de plus en plus dans son truc, tu vois. Et pour le jour où c'est la bonne, bah, au moins, je serai prêt, tu vois. Tu voyais vraiment ça comme ça à l'époque? Ah ouais, comme un entraînement, clair. Avec l'idée tu vois, de s'améliorer entre chaque vent. Et c'était très axé sur le physique, où en fait, je voulais que la meuf, quelques temps après, elle commence à regretter de ne pas avoir dit oui, je sais pas quoi, tu vois. Parce que j'avais acheté des belles fringues entre-temps, parce que je sais pas quoi, tu vois, des trucs superficiels. Et en fait, j'étais quelqu'un de très superficiel parce que je parlais jamais de moi vraiment. Parce que je parlais jamais de ce problème de santé. Et quand j'en parlais,
C'était au moment où la meuf, elle m'avait mis un vent et là, je me mettais à chialer. Ah, du coup, tu te servais de ça pour susciter un émoi chez la personne qui était en face. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'était par désespoir de cause au bout d'un moment, tu vois. Tu vois, je les saoulais, les meufs, sans déconner, je les saoulais. Je harcelais pas, mais c'était pas loin, quoi. Et jusqu'au jour où il y en a une, je lui ai mis je lui ai mis ma perfusion sous le nez pour lui faire comprendre que j'avais un problème de santé. Et c'était ma façon à moi d'être authentique et ça sortait. Mais c'était très maladroit, en C'est fait. hyper maladroit et c'était tellement trop, quoi. Donc c'était un carnage, voilà. Et j'ai tellement mal vécu ce truc-là que les années d'après, en fait, j'étais toujours à Besançon, à la fac ou quoi, ou en préparation à l'UFM, que ben, j'ai commencé à vouloir. Parce qu'en fait, si tu veux, sexuellement, ma première fois, c'était à 24 ans. Voilà. Avant, j'étais dans un délire aussi, ouais, il faut que ce soit la bonne, et parce que tu vas te marier. Mais c'était lié à ton éducation. Éducation catholique. Pas intégriste, hein, mais normal, catholique normal, parce que mes parents, ils avaient connu que eux, et il fallait faire comme ça, et voilà. Je t'ai entendu dire dans d'autres interviews que de 15 à 25 ans, tu étais dans une période assez déni au niveau de la Ouais, maladie, où ouais, c'est ça. finalement, t'attendais presque... Enfin, t'attendais de vivre, en fait. J'attendais après les chercheurs, après les médecins, T'attendais qu'il passe après un le plus. traitement, après... Ouais. J'attendais après ces choses-là, et puis j'attendais après ça pour tout. En fait, j'attendais le bonheur, j'attendais l'amour, j'attendais le travail. T'attendais qu'il se passe quelque chose d'extérieur à toi, en tout cas, qui viendrait changer ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu dis qu'à 25-26 ans, t'as un déclic. C'était cette fameuse fille là à qui j'ai mis la perfusion sous le nez. J'étais à la fin aussi de mes études. Je me suis rendu compte que c'était pas ma vocation pour tout un tas de raisons. Et je me voyais pas du tout en salle des profs ou avec mes anciens collègues de fac. Là, moi, j'avais envie de voir du monde, j'avais envie de me lâcher, j'avais envie de m'amuser. Et donc j'ai eu une grosse période de remise en question à partir de ce moment-là où j'avais du temps en fait. Je voulais plus faire la fac. Donc j'ai commencé un BTS NRC, négociation relations clients par alternance, dans le but je voulais bosser dans le commerce en fait. Et puis bah, j'ai eu 1 an et demi, là, 2 ans de période de remise en question où j'ai commencé à écrire dans un journal intime parce que je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de colère en moi, j'en voulais à Dieu, à mes parents, au monde du travail, aux filles, à la terre tout entière. Il y avait beaucoup d'injustice là-dedans. Et je me suis mis à écrire pour faire sortir tout ça. Je me suis mis à faire du vélo pour faire sortir toute cette rage aussi, faire sortir aussi les questions qui tournaient en boucle et pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Et c'est comme ça que je suis arrivé au sport et que petit à petit aussi, je suis arrivé chez Decathlon. J'ai bossé 5 ans à Decathlon, rayon vélo, Ok. à Besançon. Ouais. Finalement, c'est le vélo qui te met le pied à l'étrier. Et tu commences le sport comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? Enfin, je veux dire, on te connaît parce que tu as effectué pas mal de défis sportifs. Et donc, du coup, il y a une révolution. Donc, tu dis qu'il y a une remise en question. Comment t'en arrives à vouloir faire des marathons, gravir le Mont Blanc Alors, tu vois, j'étais sur mon vélo là, parce qu'en fait, quelques temps avant, moi, j'étais parti, j'essayais de courir, mais j'y arrivais plus en fait. J'y arrivais plus, je vomissais, je crachais du sang, et je m'étais dit, c'est fini, je courrai plus jamais avant la greffe des poumons, avant que les chercheurs ils trouvent quelque chose ou quoi. Et donc, c'est pour ça que je m'étais mis au vélo, parce que j'arrivais plus à courir. Donc, j'avais ça en tête. Et en même temps, bah, je faisais du vélo, je me rendais bien compte que ça me permettait de faire sortir ce que j'ai dans les poumons. Et c'était conseillé le sport, et aujourd'hui, c'est plus que conseillé aujourd'hui par le corps médical dans le cadre de la mucoviscidose. Et donc, bah, je me faisais doubler par les papilles, je me faisais doubler par les filles. Ouais, tu commences doucement au début, enfin, au niveau de tes capacités. Et tout ça pour défendre, pour défendre en fait, pour conserver la capacité respiratoire. En fait, c'était un peu ce qu'on me vendait aussi à l'hôpital. C'était ce qui était dans mes cordes et ce qui était possible de faire. C'était de ralentir la progression de la maladie. C'était ce qu'on me disait en fait. C'était tout ce que je pouvais faire. Et moi, j'ai voulu aller plus loin que ça parce que finalement, je me rendais bien compte que je cherchais simplement à ralentir. Un, c'était pas suffisamment motivant pour moi. Et deux, bah, je voyais bien que ça servait à rien parce que la maladie, elle progressait quand même, quoi. Tu veux dire que tu perdais de la capacité respiratoire malgré tout? Je voyais bien que c'était de plus en plus dur quand même. Et, donc, il fallait pas seulement chercher à ralentir, pas seulement à chercher à défendre, mais à attaquer, à pousser plus fort sur les pédales, à progresser. Et qu'il n'y a pas de sportif qui fait du sport sans idée de progresser dans son sport et aussi face à la maladie, dans mon cas, avec tout ce qui va avec. Je dis souvent en conférence, des bisous, des podiums, des bouquets de fleurs, des filles, enfin, tout un tas de trucs, quoi, de la gloire, j'en sais rien. C'est ça qui motive, quoi. Et donc, en fait,
Qu'il pleuve ou qu'il vente, fallait que j'y aille en fait. Fallait que ça sorte, fallait que je sorte ce qu'il y avait dans mes poumons. Juste, Paul, tu peux nous expliquer ce qui se passait si tu n'y allais pas? Bah, si j'y vais pas, mes poumons ils se remplissent, puis finalement je suis de moins en moins bien, je respire pas bien, je suis fatigué, j'arrive plus à, j'ai plus de vie sociale au bout d'un moment parce que Finalement, ça devient vital de faire du sport. ah ouais, c'était vital pour moi, c'est clair. Depuis 10 ans, c'était vital pour moi de faire du sport presque tous les jours. J'ai eu une période où je faisais du sport tous les jours parce que je pensais pas que je pouvais faire autrement. Faire du sport en plein hiver, comme ça, quand il fait froid, qu'il pleut et tout, c'était très dur. J'appréhendais beaucoup l'automne, un peu comme beaucoup de gens aussi, qui voient commencer à voir la grisaille arriver et qui commencent à être en dep, la petite dep automnale, là. Et en fait, je me suis dit, bah, si j'avais un objectif, un truc puissant, un truc fort, c'est plus facile de faire du sport quand on a un objectif qui est balèze, quoi. Et moi, j'aime avoir j'aime les symboles, j'aime les objectifs qui sont puissants, qui sont là. Et donc, au travers des lectures que j'avais faites, on parlait tout à l'heure de Philippe Croizon, qui a été amputé des 4 membres, qui a traversé la Manche à la nage. Je pense à Mike Horn, je pense à plein de monde. Bah, je me dis que si ces gens-là arrivent à réaliser leur rêve, moi, je peux le faire aussi. Moi, mon rêve à ce moment-là, c'était de courir le marathon de Paris. Voilà, les études d'histoire, peut-être aidant aussi. Enfin, j'avais étudié la Grèce antique, tous ces trucs-là. Je trouvais ça classe, en fait, et cool. De courir au moins 42 km une fois dans sa vie, quoi. Donc c'est comme ça que ça démarre. Tu te fixes cet objectif. Du coup, tu reprends la course à pied. Ouais, je reprends la course à pied. Alors j'ai commencé à courir en septembre 2012. Je faisais juste un pas devant l'autre, quoi. Juste un pas devant l'autre et en restant sur un rythme de course à pied où en fait, il faut juste la différence entre la marche et la course, c'est quand tu as les pieds, t'as les deux pieds qui sont décollés du sol en même temps dans un espace de secondes, dans un laps de temps qui est infime. Donc j'en étais de là, en fait, juste mettre un pas devant l'autre, quoi. Et, euh, et puis le marathon, mais c'était en avril, quoi, en avril 2013, ouais. En avril 2013, j'imagine, moi j'ai accompagné le papa de ma fille qui a fait des marathons. Le premier, il a fait à ses 30 ans. Et du coup, je vois bien l'émulation qu'il y a autour de ça. Alors, j'imagine toi arriver sur les Champs-Élysées, là, passer la ligne d'arrivée. Le premier marathon, tu l'as fini en combien de temps? Tu te souviens? J'ai mis 4h41. Ouais, quand même, c'est pas si énorme que ça, je veux dire, pour quelqu'un qui court un premier marathon. Ouais, c'est correct. C'est vraiment correct, quoi. Je sais plus, ben, il y a tellement. En fait, au marathon de Paris, il y a entre 40 000 et 50 000 coureurs sur la ligne de départ. Ouais, il y a quand même beaucoup de monde derrière moi, quoi. Mais en fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que derrière cette symbolique de l'objectif et du marathon, il fallait que en fait, le sacrifice que je fais au quotidien, à savoir aller faire du sport, il fallait que ça serve à quelque chose, il fallait que ça desserve un objectif plus grand. Et le défi sportif, le marathon, à ce moment-là, pour moi, c'était un prétexte aussi, un sens supplémentaire que je donnais dans le sport que je faisais tous les jours. Il fallait que les sacrifices que je fais, ouais, ils servent à quelque chose. Ils donnent notre exemple aux autres patients. Enfin, il y avait cette dimension-là aussi. Et quand j'ai couru la première fois, ouais, il y avait un sens qui était extraordinaire, quoi. Mais je t'ai entendu dire que même c'était une question de vie ou de mort. Ah ouais, c'était une question de vie ou de mort. Ça conditionnait pour moi l'espoir. Il y a une porte Ouais, pour toi, c'était on ouvrait en grand la porte de l'espoir. qui restait fermée, quoi. J'en ai encore les poils là. Enfin, si j'arrivais pas à faire ces 42 km, il y avait rien à entrevoir derrière, quoi. Et j'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée pour ça. J'étais prêt à ramper, j'étais prêt à y aller avec les dents. J'étais une machine, j'étais programmé pour courir. Mon médecin m'avait dit tu vas pas y arriver. C'était la première fois que ça se faisait en France. Tu veux dire que tu es le premier coureur atteint de la mucoviscidose à boucler un marathon? Alors, j'ai fait des recherches à ce moment-là et j'avais pas vu que ça se faisait, que ça s'était déjà fait en France. Après, je sais qu'il y avait un mec qui avait fait le marathon de Rome quelques mois auparavant. Voilà, c'était vraiment une première. Puis je savais pas du tout comment mon corps allait réagir, mis à part les bêtises que j'avais fait dans mon traitement. On avait récolté 8 000 € pour vaincre la mucoviscidose. J'en avais parlé aux médias, donc il y avait quelque part au niveau de mon ego, si tu vois, il y a des choses qui étaient engagées. Et, ça a commencé à me définir ou pas, si j'y arrivais ou pas, quoi. En fait, je voulais prouver en fait beaucoup de choses à ce moment-là. Je voulais me prouver à moi-même, je voulais prouver à toutes les filles qui m'avaient mis des râteaux, je voulais prouver à mes parents, je voulais prouver à mon entourage, à mes amis que je pouvais le faire, quoi. Ce premier grand défi qui donne beaucoup de sens à ta vie devient le moteur. Donc du coup, on se dit, une fois que c'est atteint, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, j'avais peur aussi d'y arriver. J'avais peur de ne pas y arriver, mais j'avais peur d'y arriver aussi. Parce que je me dis, mais après, tu vas y arriver,
tu vas déprimer. Qu'est-ce qui va te motiver après à aller faire ton sport l'hiver prochain? Puisque tu auras déjà fait le marathon, tu vas pas en faire un deuxième ou pas. Enfin, donc, j'avais peur d'y arriver aussi. Et ouais, c'était vraiment un élément déclencheur parce que après le premier marathon, ouais, j'avais un sentiment de toute puissance, de joie profonde, de plénitude qui a duré 2 mois, 3 mois. Je m'en souviendrai toute ma vie, hein. C'est le moment où c'est le printemps, en fait, le marathon de Paris. Il commence à avoir les premiers bourgeons. C'est le premier week-end d'avril de mémoire. C'est ça, tu as couru tout l'hiver dans le noir, dans la nuit, parce qu'il fallait que j'ai le temps de digérer, sinon j'allais vomir partout. Donc je courais la nuit, il faisait froid, et là, tu as le changement d'air, tu te mets à courir 2 jours, il commence à faire bon. 10 degrés, quoi, ne serait-ce que 10 degrés, j'implorais tout l'hiver, j'implorais la météo et Dieu, là, pour qu'il mette juste 10 degrés du soleil, quoi. Et tu passes à le marathon, tu fais ton truc, et après, bah, c'est les vacances, quoi. C'est un passage vers la lumière. Ouais, et puis il commençait à avoir des petites fleurs et tout, je sentais des petites fleurs, enfin, c'était puissant, hein. Tu as fixé ce défi-là, tu es arrivé au bout de ce défi. Vraiment un super beau défi. Je me dis, après, pour continuer à vivre et pour continuer à trouver du sens, t'as pas le choix que de te trouver un autre défi. Ben, c'est ça, en fait. Ouais, on a toujours le choix, en fait. On a le choix de rester dans son canapé, d'attendre et de se plaindre, le choix de se battre. Il fallait que je trouve un nouveau défi. J'en avais besoin pour continuer à me motiver à faire mon sport. Parce que finalement, voilà, ok, j'ai fait un marathon, je suis extraordinaire, je suis merveilleux, je suis ceci, je suis cela, j'avais reçu plein de messages. C'est bien, hein, mais voilà, je repense à Yannick, Alain. Coucou Yannick, je te remercie pour m'avoir branché sur l'interview avec Tess, là. Et je pense à lui parce que vous avez beaucoup parlé d'énéagramme et j'ai lu le bouquin. Je ne m'étais pas intéressé à ça et j'ai lu le bouquin il y a quelques temps. Là. Et pour découvrir que en fait, je suis un 1 dans l'énéagramme et qu'en fait, je m'identifie à ce que je fais. Et pas ce que j'ai fait, mais ce que je fais et ce que je vais faire. Et moi, je me sentais. Oui, ok, on me disait, ouais, mais t'es fort, t'as fait ci, t'as fait ça. Ouais, ok, j'ai été fort. Mais demain, est-ce que je serai fort? Et demain, et après-demain. Et moi, c'est ça qui m'a. Oui, c'est ça. Toi, t'es très calé sur demain, en fait. Je vivais pas au présent, je vivais dans le futur et tout ce que je faisais, c'était pour préparer un avenir. En fait, j'espérais et j'avais espéré devenir un ambassadeur de la mucoviscidose, comme Grégory Marchal. J'avais espéré que le marathon, ça me permette de rencontrer plein de gens extraordinaires. Et c'est arrivé, mais pas tout de suite. Et donc, j'ambitionnais tout ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à vouloir faire des conférences aussi pour raconter tout ça. Et donc, il fallait que je continue à courir, et non seulement pour ça, mais aussi pour tout simplement continuer à avoir la force d'aller faire mon vélo sous la pluie, puis courir sous la pluie, quoi. Donc nouveau défi, d'autres marathons, le vélo, là, à Besançon jusqu'à la Pointe du Raz. Mais ça, c'était pas préparé. Je pétais mon câble là, sur Facebook tout l'été en voyant les gens qui mettaient leurs belles photos. Et un jour, tu embarques ton frère avec toi, tu décides qu'il te suive à vélo. Non, c'est moi qui étais à vélo, lui était en voiture. J'en Voilà. avais parlé à très peu de monde, juste à mes parents. J'avais imprimé quelques cartes jusqu'à la Pointe du Raz. Et puis, je dis, en gros, on irait bien jusqu'où on irait, quoi. Et t'avances un peu comme ça tous les jours au fil. Un peu, 150 bornes. Ouais, pardon. Mais un peu quand même. Je suis même pas sûre de les faire en voiture. Si tu... Un peu quand même, parce que finalement, moi, je suis pas un ouf. Enfin, j'étais à 20 à l'heure et je passais la journée à faire mes 200 bornes. Enfin, j'arrivais à la nuit, quoi. Comment arrive l'idée du Mont Blanc? Ah, ben, après avoir fait un premier marathon, un deuxième, un troisième, où en fait j'ai découvert que j'apprenais beaucoup sur moi aussi, parce que le défi sportif, ouais, je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup sur la maladie, sur moi, et qu'en fait c'était un catalyseur de vie, j'ai trouvé, et que je vivais beaucoup d'émotions, que je rencontrais des gens de plus en plus extraordinaires. Ouais, il fallait continuer sur le Mont Blanc, il fallait aller sur ce toit de l'Europe. Bah oui, logique quoi. Bah ouais, je sais pas, ça me parlait, quoi, comme la Pointe du Raz, va savoir pourquoi. Ben, j'étais jamais allé, ça me faisait kiffer, quoi, c'est tout. Je suis assez extrême, en fait, comme bonhomme, et j'aime bien la force de la nature, la violence de la nature, tu vois. J'aime bien aussi autant la violence de la nature que le côté calme et coucher de soleil, tu vois. Et le Mont Blanc, ouais, ça m'attirait beaucoup, et c'était un beau symbole avec cette association, là, mon pote, là, d'Ensemble au sommet, avec la mucosidose, avec 30% d'oxygène en moins au sommet du Mont Blanc. Je trouvais ça hyper cool dans le symbole. Et brandir un drapeau là-haut, j'avais des parents, des gamins qui me soutenaient, qui vivaient avec cette maladie. On était tous exaltés. Ouais, tu deviens aussi un messager pour toutes ces familles et pour toutes ces personnes. Les parents, ils venaient me voir à Décathlon, ils en avaient les larmes aux yeux, quoi. Le Mont Blanc, avant d'arriver au sommet, il s'est passé 3 ascensions. Ouais. Il y a eu 2 ascensions et c'est la 3e où tu as pu atteindre le sommet. C'est ça.
Parce que les éléments étaient trop forts, c'est ça? Parce que c'est la montagne toujours, ouais, qui décide en dernier recours. La première fois, il faisait trop froid. La deuxième fois, on s'est retrouvé dans un brouillard givrant. On voyait plus rien, donc on a fait demi-tour. On s'est arrêté à 4500 mètres. 4500 mètres, on est à 300 mètres de but. Ouais, mais 300 mètres, c'est 2 heures de marche. 300, on parle de 300 D+, hein, mètres de dénivelé positif. Et puis pareil, j'allais à un rythme que j'étais très lent en fait, parce que je respirais pas bien. Donc le challenge pour moi, c'était la sécheresse de l'air qui collait tout à l'intérieur de mes poumons, qui m'empêchait de tousser. Les mauvaises nuits aussi qu'on passe au refuge, parce qu'avec l'altitude, bah, tu dors moins bien. Puis il y a de la fatigue là-dedans. Alors la troisième tentative, si tu veux, on a monté 2000 mètres le premier jour. Ok. Donc, 2000 mètres de dénivelé. On a dormi au refuge du Goûter à 3800 mètres en haut de l'arête du Goûter. Et puis, on a tenté le sommet le lendemain. Et ce jour-là, ben, on a eu une ou deux bourrasques de vent. Et puis, ça s'est très vite calmé. C'est comme si la montagne nous avait laissé passer, en fait. Et on arrive au sommet. Ça faisait 3 ans, 4 ans que j'étais sur ce projet. 4 ans. Hein. Et je suis arrivé au sommet. Moi j'ai vécu 4 ans là. Avec le Mont Blanc devant les yeux en permanence. Tu sais, dans le coaching, là, on te dit il faut écrire ton objectif, il faut faire SmartF, là, les objectifs SMART et compagnie. Et il faut te le répéter devant la glace. Moi, j'avais pas besoin de tout ça, si tu veux. Toi, c'était en toi. C'était en moi. C'est comme quand j'ai voulu faire 4 heures au marathon. Pendant 3 mois, j'étais en mode 4 heures. Et finalement, j'ai mis 4 heures. Quoi. C'est tellement fort. Quoi. Je contrôlais rien, mais en fait, j'ai mis 4 heures quand même, quoi, tellement je le voulais. Quoi. Le marathon, le Mont Blanc, c'est pareil. Il était là tout le temps devant mes yeux. Le moindre grain de sable entre moi et le sommet, tout ce que je faisais au quotidien, c'était pour ça. Quoi. Une fois qu'on arrive au sommet, du coup qu'on a mangé le Mont Blanc pendant 4 ans, Ouais. Il se passe quoi du coup? Ben, il se passe une bonne redescente quand même parce que c'était très dur cette histoire de Mont Blanc quand même. Ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie, ça a été très dur. Je suis arrivé au sommet et c'était comme si, bon, ben voilà, ouais, t'aimes bien en chier. Et puis quand tu arrives au sommet, bah ouais, c'est qu'on redescend, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Bon, comme j'avais conscience de ça, je me suis assis un peu par terre. Toi, t'avais fait ton truc, allez, c'était bon, on repartait. Sauf que, bah, en fait, Ouais, t'es c'est quand ça. même au sommet du Mont Blanc. On va profiter un peu quand même. Et puis, bah, entre-temps, moi, j'avais rencontré ma chérie. Finalement, tu vois, j'ai rencontré des gens formidables au travers de tout ce que j'ai fait. Donc, je l'ai rencontré parce que j'ai fait CA des filles, parce que je suis allé à la FCP, l'Association française des conférenciers professionnels, parce que j'ai participé au concours de la journée de l'audace avec Yannick Alain, parce que j'ai participé au TEDx de La Rochelle. Enfin, tout ça, c'était des opportunités qu'on m'a offertes avec des gens extraordinaires que je remercie tous du fond du cœur. Et on m'a offert une formation de coach. Et là-bas, j'ai rencontré ma chérie qui habite dans le sud, aujourd'hui où je vis, à Béziers. Où tu vis actuellement. Donc, t'as rencontré ta chérie quand tu te formes pour devenir coach. Donc, elle est coach aussi, du coup. Elle accompagne les menteurs qui veulent arrêter de mentir. Si tu connais des menteurs ou si tu es une menteuse, tu souffres, tu te rends compte que toi, tu en souffres, que ton entourage en souffre et que ça ne peut plus continuer. Donc, tu cherches comment arrêter de mentir sur Google et tu tombes sur elle. Voilà. Du coup, tu la rencontres, t'as quel âge? Oh, je sais pas, c'était il y a 4 ans, alors j'avais 34. Donc, 34. Ouais. Ok. C'est ma deuxième grande relation. Avant, j'avais eu une ex avec qui je suis resté 2 ans. Est-ce que tu lui as mis ta perf sous le nez? Ah, putain, presque. J'ai pas fait ça physiquement, mais si tu veux, en fait moi, j'avais ma petite stratégie avec les filles. En fait, au premier encart, le premier rendez-vous, tu veux, c'était un entretien d'embauche, quoi. C'est un entretien d'embauche. C'est en gros, ouais, voilà, il y a ci, il y a ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Je vis avec cette maladie. Tu signes ou tu signes pas. En gros, je mets tout sur la table, là, toute la merde. Et après, on déblaye. Mais il n'y a pas de surprise, tu veux. Donc, en fait, si tu signes, tu es au courant. Tu es au courant que j'ai besoin de faire du sport. Tu es au courant que le sport, souvent, ça passera avant toi. Et tu signes ou tu signes pas, quoi. J'aimais bien tout mettre au clair direct. Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon, moi, je trouve, de poser toutes les mauvaises questions, les trucs qui font mal, les trucs chiants, les trucs. C'est la meilleure façon de se protéger. Parce qu'en fait, au début de la relation, tu n'es pas engagé. Donc, en fait, tu mets tout ça sur la table. Et si la fille, elle signe pas, ben, tu t'en fous, tu vas voir ailleurs. C'est très drôle parce que pour quelqu'un qui fait tomber les masques et qui fait en sorte que les menteurs arrêtent de mentir et que les menteuses arrêtent de mentir, elle est tombée vraiment avec la bonne personne qui n'est pas du tout dans la séduction comme on pourrait l'imaginer au début d'une rencontre,
qui y va, qui pose ses bagages sur la table et qui dit bah moi c'est comme ça, c'est pas autrement. J'étais dans une situation, là, si tu veux, avec cette maladie où il fallait que je passe par Mhm. là, en fait, hein. Parce qu'il y a des choses, encore aujourd'hui, peut-être, qui nous attendent et qui sont pas drôles. Et c'est comme tout le monde, parce que la maladie, ça fait partie de la vie. Alors elle dit aujourd'hui que ben, c'est cool, parce qu'au moins, elle sait à quoi s'attendre, en fait. En fait, comme je vis déjà avec un problème de santé, au moins, elle sait ce qui va m'arriver, tu vois. Une fois que tu arrives au Mont Blanc, c'est quand même encore une fois un défi qui est quand même hors norme. Le temps de, voilà, de laisser infuser tout ça. Parce que tu es un homme de défi, tu le respires, on le sent. On sent bien que c'est ça qui te fait avancer, qui est ton moteur. Comment on fait pour se fixer des défis toujours plus hauts et plus importants que la fois d'avant? C'est-à-dire, une fois que tu as fait le Mont Blanc, c'est quoi? Il se passe quoi? C'est l'Himalaya. Aujourd'hui, tu arrives à vivre concrètement en profitant du présent, sans forcément avoir des big défis à te fixer. Donc, si tu veux, depuis le Mont Blanc, en fait, j'ai perdu, en fait, en capacité respiratoire. C'était plus compliqué pour moi de courir. J'avais plus vraiment d'objectifs sportifs. J'avais plus de rêve dans ma boîte, là, dans mon casier. Et si tu veux, voilà, les capacités physiques, elles diminuaient aussi. Donc, en fait, j'étais parti sur un objectif personnel qui était de respirer à 100%, de continuer à grappiller des pourcentages. Donc, j'ai continué tous les jours, hein, comme depuis 10 ans, à faire mon maximum au quotidien pour vider, nettoyer mes poumons et atteindre cet objectif de respirer à 100%, qui est tout à fait illusoire, mais qui moi, me permettait d'avancer, en fait, parce que j'y croyais du fond du cœur, du fond des tripes. Mais je suis convaincu qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Oscar Wilde. Voilà, je faisais beaucoup de yoga, beaucoup de kiné, je continuais à courir, et puis des trails par-ci par-là, mais avec plus vraiment des grands coups d'éclat comme ça, parce qu'en fait, j'en avais tellement chié et je voyais, en fait, au travers de mon parcours professionnel, parce qu'en fait, tous ces défis aussi étaient censés nourrir ce que je disais en conférence et me permettre de décrocher des conférences. Et en fait, moi, ce que j'aimais dans les conférences, c'est faire des conférences, mais c'est pas vendre des conférences. Je me rends compte qu'en fait, quand tu es conférencier professionnel, 90% du boulot, 95% du boulot, c'est du marketing. Et moi, c'est pas ça que je voulais, en fait. Et du coup, mon travail, mon activité professionnelle, elle n'a jamais décollé vraiment depuis 6 ans. Donc là, tu parles de quoi? De conférencier? Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne servait à rien de vouloir faire d'autres défis, d'autres coups d'éclat, sachant que ça n'allait rien m'apporter en termes de conférences derrière. D'accord. Et que d'autant plus que je n'avais pas plus l'envie que ça de faire quelque chose de fort, quoi. C'était vraiment très dur, hein, ces 2 dernières années. Tu vois, l'année dernière, à Noël, en Noël 2020, je me disais, putain, mais ça va s'arrêter là, quoi. Je vais mourir, quoi. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. J'arrivais plus. Je me demandais si j'allais vivre encore 3 mois de plus avant d'être greffé, quoi. Il y a des moments où tu n'as même plus envie de ta chérie, où tu passes la journée au lit, toute la semaine, parce que tu es rempli de merde dans les poumons. Donc j'en étais de là, et puis ce médicament qui est arrivé, qui était extraordinaire, quoi. Ah, c'est le médicament qui a refait basculer. Ah bah complètement. En fait, Olivier Véran a fait son annonce. J'ai appelé l'hôpital, je leur ai dit, mais moi, bon, on y va, quoi. Ils m'ont dit, oui, mais il y a ça à faire, il y a un examen, il y a un scanner, il y a un machin. Puis en plus, c'est les vacances d'été. Je dis, mais vous rigolez, ça fait 30 ans qu'on attend le bordel, là. Moi, je le veux tout de suite, je le veux demain, hein. Est-ce que tu es en train de dire qu'il fallait être éligible pour pouvoir suivre ce traitement? Ouais, il faut être éligible. Ah ouais, ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, sur les 7000 patients, il y a 85% des patients qui sont éligibles à ce traitement. On n'est pas tous éligibles. Donc, les gens, et puis même moi, enfin, aujourd'hui, encore beaucoup de désagréments au niveau du bide, donc on n'est pas tiré d'affaire pour autant, hein. Et je passe encore beaucoup de temps, par envie, et parce que je ne sais pas quoi faire d'autre non plus, mais aussi par besoin de prendre soin de moi, de faire ma kiné, du sport, du yoga, m'étirer, bien manger. Enfin, tout ça, c'est encore hyper, hyper important pour moi, quoi. Donc aujourd'hui, tu n'es plus vraiment, entre guillemets, c'est plus ces grands défis-là qui te nourrissent. Ça veut dire que... Tu parles trop vite parce qu'en fait, si tu veux, moi, il y a plus d'1 an, avant que j'aille de trithérapie, on m'avait proposé de faire le Kili. Je leur avais dit, non, mais moi, je suis mort, je ne peux plus rien faire, c'est plus pour moi. J'allais y venir, Paul. Parce que j'ai vu que tu l'avais fait en 2022, le Kilimandjaro.
Et oui, il y a 1 an, je leur avais dit: «Moi, je peux pas, je suis plus en forme, j'ai plus envie de faire de la montagne, ça me fait pas du bien, la rando, ça me faisait pas tousser, en fait, la rando». Et c'est ce que je cherchais, c'est ce qui me fait du bien dans le sport. Et donc avec cette trithérapie, bah, les mecs, ils m'ont rappelé en novembre, là, de l'association Gravir pour guérir. Et je me suis dit: «Bah, allez», enfin, il me dit, enfin, moi, je leur ai dit: «Mais j'ai pas un rond», il me dit, Natalia, il me dit: «Non, non, mais t'inquiète, l'argent, on en trouvera, c'est pas un problème, on s'en fout, tu viens. On veut un patient dans l'accordé, tu viens». Donc j'ai saisi l'opportunité, c'était balèze. Puis finalement, c'était à l'automne, 2021 là, et puis on était au sommet, en janvier 2022 là, après 7 jours de trek. On était 12 dans la cordée et c'était une opportunité que j'ai saisie et puis finalement, bah, ça l'a fait. J'étais pas du tout sûr d'y arriver, mais ça l'a fait. Ouais, l'altitude du Kilimandjaro? 5 895 mètres. Alors c'est quelque le Chili, c'est un rêve que j'avais évoqué parfois en interview, en conférence et puis, c'était pas non plus quelque chose qui me prenait aux tripes. Mais voilà, on m'offrait cette opportunité, on est allé avec le parrain de Vinca Mucosidose, c'est moi qui l'ai branché dans l'affaire. Il y avait mon frère, il y avait T'as embarqué un peu la famille, les proches, les potes. Tu fais ça? c'est ça, c'était une aventure extraordinaire. Puis avec on avait 6 guides sur place et des Tanzaniens, 40 porteurs tanzaniens, qui portent des charges extraordinaires qu'on Et on oublie souvent sur les ascensions aussi les gens qui sont autour et qui te permettent de pouvoir, toi, grimper. avec le sourire, équipés comme de la merde, c'est extraordinaire. C'est une leçon de vie, quoi. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de tous ces exploits physiques, quelque chose que tu tires de ça, un enseignement que tu tires de tout ça? Parce que tu disais tout à l'heure, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Qu'est-ce que tu as appris sur toi et par rapport à tous ces exploits? J'ai appris, au travers des entraînements et tout ça, et des défis qu'il y a pas de problème, qu'il y a que des solutions, qu'il faut se mettre en action. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as pas envie, tu mets tes baskets, de toute façon, il faut que j'y aille. J'avais besoin d'y aller, donc il fallait que j'y aille, même si j'avais pas envie. Donc en fait, tu mets tes pompes et puis tu vois ce que ça fait. Si c'est trop dur, si ton corps il veut pas, si t'as pas les jambes, ben, tu reviens et tu te mets au lit, puis tu regardes si tu as besoin de dormir. Et si tu t'endors, c'est que ton corps il a besoin de dormir. Mais si tu arrives à courir, bah vas-y, puis tu es déjà dehors avec tes baskets aux pieds, donc même s'il pleut, bah, tu continues. En fait, il faut essayer dans la vie, il faut expérimenter, je pense. Donc ça, c'est vraiment une leçon que j'ai retenue, c'est d'expérimenter, d'essayer d'agir et de donner un maximum de sens à ce qu'on fait. Et puis au travers de tout ça, je pourrais te donner plein de belles citations que j'ai fait, mais c'est pas vraiment en rapport avec la question. J'ai compris qu'il y a rien à comprendre, qu'il y a juste à aimer, en fait. Il y a juste à s'aimer, il y a juste à donner de l'amour autour de soi et des fois, on peut pas tout comprendre et je me rends compte aujourd'hui, tu vois, je suis en pleine, période de remise en question parce que, bah, ça fait 38 ans que je me bats contre un truc. Je me bats pour vivre, je me bats pour faire triompher la vie et puis que tout d'un coup, bah, pouah, j'ai plus besoin, je suis pas obligé d'aller faire du sport et ça fait vachement bizarre, ça fait vachement bizarre. Il y a un putain de vide, en fait, à l'intérieur de moi, je me rends compte. Je te parlais d'énéagramme tout à l'heure et ouais, depuis que j'étais descendu du Mont Blanc, tu vois, je continuais à faire des conférences, je me sentais bien dans ma tête et tout et je pensais que j'avais, bien avancé dans mon développement personnel et dans ma spiritualité, mais en fait, en ce moment, enfin, je suis en colère, on vit dans un monde où des fois je me dis: «C'est difficile de ne pas être en colère». Mais, j'ai beaucoup de colère encore et parce qu'en fait, j'ai pas d'objectif, parce que je fais rien. Je sais pas que je fais rien, je fais du potager, je fais ma permaculture dans mon jardin, je ramasse des déchets tous les jours et en fait, j'ai besoin de nouveaux défis, en fait. J'ai besoin d'aller faire quelque chose et cet été, je me projette là, j'aimerais bien faire le GR5 ou quelque chose comme ça, mais tu vois, des défis à des rythmes plus lents, plus cool. J'ai besoin de réfléchir, en fait, et d'avancer dans mes démarches, un peu dans ma tête, quoi. Je comprends que cette maladie est moteur et si on prend un peu un camembert de ta vie, elle prenait quasi 100% du camembert et que finalement aujourd'hui elle prend beaucoup moins de place et ben comment on occupe cette place qui est laissée entièrement par ça et c'est un nouveau en fait c'est un nouveau défi en soi. Si tu veux, d'un coup, la vie là, putain, je me dis: «Mais à quoi ça sert la vie, quoi?»
Il n'y a plus de sens. D'un coup, tu te dis, mais les gens, ils vivent pourquoi? À quoi ça sert de continuer? Tu sais, et puis dans les moments où c'était le plus dur, ces 2 dernières années, tu sais, je disais souvent aux gens autour de moi: «Tant que tu as envie de vivre, tu vis. Tant que tu as envie de vivre, tu vis». Mais en fait, bah, dans les jours et c'est ce qui me maintenait en vie, c'est ce qui me donnait envie de vivre et je me suis rendu compte qu'en fait l'enjeu c'est l'envie, c'est juste ça, c'est l'envie, d'avoir envie. Parce que c'est facile à dire, mais avoir envie. Si tu remplis tes journées de BFM TV, et de débats télévisés, présidentiels là, mais tu râles toute la journée, mais du coup tu remplis tes journées de râlerie de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et en fait, on se sert de vivre. Et je pense que, ben, avoir envie de vivre, c'est cultiver la joie et l'amour au quotidien et poser des actions pour favoriser tout ça et c'est vraiment agir pour ça, quoi, pour Mm. que ce soit là. On va rebondir sur la joie, puisque tu sais très bien que c'est un petit fil rouge hein, dans mon émission. Comment tu Ouais. cultives ta joie et est-ce que tu as ramené un petit objet symbolique à présenter aux auditoristes? Alors tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais pas bien fait mes devoirs et j'avais pas bien réfléchi, mais en fait, je suis allé piquer ça dans la boîte à bijoux de ma chérie et ouais, c'est une fleur de vie et en nacre. Je pense à elle, quoi, parce qu'en fait, elle a tout le temps le sourire. C'est un truc de fou, elle rigole tout le temps, toute la journée, elle fait des blagues. Et moi, je suis pas un modèle de joie, hein, ma chérie, ouais, elle a tout le temps le sourire, c'est un truc de fou. Donc elle t'inspire au quotidien la joie. Ah ouais, là-dessus, ouais, c'est clair. C'est trop beau. Si tu avais quelque chose à dire à ce Paul de 15 ans là qui venait qui commençait à rentrer dans le déni, à attendre un petit peu qu'il se passe quelque chose et quand on voit tout ce que quand même si tu es dans une nouvelle période de transition actuellement et on comprend bien qu'il y a quelque chose à réinventer, en tout cas à créer et c'est pas encore tout à fait défini. Néanmoins, on est loin du petit adolescent qui attendait qu'il se passe quelque chose. Tu lui dirais quoi à ce petit Paul? Je dirais, mais agis, fonce, essaye, expérimente, une action après l'autre et tu quoi, tu avances. Faut essayer, il faut essayer, il faut essayer et tant que tu essaies pas, tu sais pas je dis souvent en conférence, la vie, c'est comme le poker. Si tu poses pas les bonnes questions, si tu poses pas les questions qui dérangent, tu vas pas voir les gens. Si toi, tu t'expérimentes pas, il se passera jamais rien, en fait. Donc, faut se bouger la couenne. J'avais un pote à la fac qui disait, faut se mettre en danger. C'est extrême comme phrase, mais c'est la vérité. Faut sortir de sa zone là et se foutre dans son petit danger, à soi, sans forcément détacher à 5 heures de sécurité sur l'autoroute, tu vois, mais faut prendre des risques en fait. J'ai toujours cette sensation, j'ai toujours cette peur de passer à côté de ma vie, de passer à côté d'une vie qui peut-être est un peu plus courte que les autres. Et en fait, j'ai eu envie dans mon parcours de laisser une trace, de laisser quelque chose. Mais en fait, en vrai, je m'en fous et je vis pour moi, je vis pas pour la trace que je vais laisser. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles, la nature, elle s'en fout de moi, tu vois. Tu sais, j'ai dit plein de choses en conférence. Aujourd'hui, il y a des trucs que je suis plus d'accord avec, tu vois. Je me croyais tout puissant et je pensais qu'avec le dev perso, le yoga, le travail sur soi et tout, j'arriverais à faire plein de trucs. Et en fait, c'est toujours la mort qui gagne à la fin, en fait. Et t'as beau, tu crois que tu sais plein de choses, mais en fait, tu sais rien. Et la maladie, elle peut te péter la gueule comme ça en rien de temps. Ouais, ça m'a calmé un coup, comme j'ai pris une tarte quand même. J'aborde les choses avec beaucoup plus d'humilité aujourd'hui, je pense. Moi, je suis vraiment intimement persuadée que la clé, c'est l'amour. Ouais, c'est clair. Je vais te dire, je vais te partager quelque chose qui est hyper perso, mais j'ai accompagné ma maman jusqu'à son dernier souffle et j'ai su ce jour-là. Tu vois, j'ai compris. Alors, avec beaucoup d'humilité aussi, parce que peut-être que d'autres personnes peuvent comprendre d'autres choses. Mais moi, je me suis dit ce jour-là, la seule chose qu'on emmène avec soi, de l'autre côté, mais vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on a donné et c'est l'amour qu'on a reçu. Et c'est tout ce qui compte au bout du compte, tu vois. C'est ça et pour moi, c'est ça l'immortalité, en fait. C'est quand tu aimes, tu continues à aimer ta maman et te remémorer les souvenirs de elle, des moments que vous avez vécus ensemble, de savoir qu'en fait, vous êtes passés à cet endroit-là et qu'à cet endroit-là, à cette saison-là, ce jour-là, il y avait telle fleur et ça me ça m'émeut. Mais de te rappeler ce moment-là, c'est ce qui fait qu'elle est toujours là, en fait. Et c'est ce lien-là, je pense à Interstellar, c'est quelque chose qui est évoqué dans le film. C'est l'amour qui fait que les gens, ils sont toujours là.
Et on parle d'amour. Pour moi, c'est l'amour qui sauvera le monde et c'est notre conscience individuelle à tous qui sauvera le monde si tant est qu'il y a quelque chose à sauver, à part l'humanité. Et tout à l'heure, on parlait de la joie et en fait, l'amour, la joie, c'est les gens qui sont joyeux, c'est ça la beauté, c'est la joie. Il y a pas de beauté sans joie et si quelqu'un qui n'a pas la joie et qui sourit pas, il peut pas être beau. Et si tu as la joie et que tu as l'amour, mais tu as forcément une grande partie de la santé derrière. Et si tous les gens étaient comme ça et tout le monde sur terre faisait un peu du dépassement de soi, se sortait de sa zone de confort par rapport à ça pour aller chercher la difficulté plutôt qu'attendre qu'elle nous tombe dessus et s'apprendre au travers de cette difficulté, mais le monde, ce serait le paradis, quoi. En tout cas, j'entends que tu reviens à beaucoup de simplicité actuellement dans ta vie, finalement. Peut-être Ouais. l'essentiel. Ouais, ouais, tu vois, moi, je m'éclate. Je me suis éclaté depuis 2 ans, là, parce que j'arrivais plus à faire grand-chose, à cultiver mes légumes dans mon potager en permaculture. Ça crée de la biodiversité, enfin, je laisse pousser les grandes herbes, il y a des oiseaux, il y a des hérissons et ça a tellement de sens, en fait. Il y a pas de plastique, ça a pas de transport, tu sais d'où ça vient. Bah, la liste de pourquoi je fais ça, elle est immense. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, on devrait tous faire du jardin Tu sais, je finis toujours l'émission avec une utopie pour inspirer, libérer les imaginaires et s'autoriser à vivre à créer le monde de demain. Ce serait quoi ton utopie pour le monde, Paul? c'est ça, faire cultiver son petit jardin en permaculture, au maximum, exploiter, pour moi la permaculture, l'agroforesterie, c'est une grande solution. Je suis un adepte de la décroissance, de Pierre Rabhi, de tout ça, de vivre heureux avec moins. Et puis je me dis qu'il y a pas de mauvaises personnes sur terre, il y a que des gens qui ont peur, qui ont des fausses croyances, qui ont des barrières limitantes et qui ont besoin de courage pour affronter tout ça, de besoin et cultiver son jardin, cultiver la joie, cultiver l'amour. Et si toi tu me souris aujourd'hui et que moi je te souris, ben ce soir tu vas voir tes enfants, ton chéri, et tu vas leur sourire aussi parce que tu auras passé une bonne journée. Et puis eux, demain, ils verront quelqu'un d'autre. Et puis c'est comme ça que le monde y change. Et se changer, c'est changer le monde. C'est pas moi qui le dis, j'ai juste bidouillé la phrase, mais Bah, c'est Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Ouais. je suis convaincu que ça passera par là et qu'il y a que comme ça qu'on y arrivera. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Ouais. Paul, est-ce que je peux te souhaiter quelque chose pour la suite? Est-ce que tu as des projets actuellement? Est-ce que moi, je vais te souhaiter quelque chose. Je vais te souhaiter de remplir ce vide là actuellement avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie et beaucoup de simplicité, parce que je vois que tu aspires à ça aujourd'hui là. Et avant peut-être une autre étape qui sera un petit peu pour plus tard. Mais je te souhaite ça. Merci à toi. Merci à toi. Moi, mon projet là, c'est de. J'ai plusieurs projets qui sont un peu vagues. J'aimerais faire le chemin de Stevenson avec un âne, peut-être. J'aimerais peut-être encore plus faire le GR5 tout seul, parce que j'ai envie de voir personne en ce moment. J'ai envie d'être dans mon truc là. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Et dans la nature, avec un crayon et un papier, peut-être que ça me ferait du bien et vivre mon truc et avancer dans, dans ma recherche là. Ce serait bien pour moi dans les mois à venir. Ouais. Paul, je vais te remercier. En tout cas, Merci, merci. merci Tess. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour ton authenticité, pour le coup. Merci. Et puis ta simplicité, ta générosité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci On dit au infiniment. revoir, à bientôt. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.